Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ça couvre principalement la gestion prédictive, la méthode en cascade, voilà, les approches prédictives de gestion de projet. Mais il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de techniques dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant qui s'appliquent aussi à l'agilité, à l'approche adaptative qui vient de l'agile, comme par exemple les techniques de gestion de risque, la gestion des parties prenantes, tout ce qu'on a vu à propos de la communication, le leadership, la gestion des conflits, etc. Maintenant, on va passer à un septième épisode pour voir comment on gère des projets avec une approche adaptative basée sur l'agilité. Et aussi, on va voir un petit résumé à propos des approches hybrides. Alors, la- l'agile, ça a apparu officiellement il y a presque 25 ans, bien un peu plus, avec 17 bonhommes qui ont qui sont réunis aux États-Unis et ils ont constaté que l'approche waterfall ou bien prédictive, elle manque un peu d'agilité, de flexibilité. C'est pour ça qu'ils ont lancé ce qu'on appelle le manifeste agile où ils se sont concentrés sur 4 valeurs plus que 4 pratiques déjà existantes dans l'approche prédictive. Ils se sont dit que dans l'agilité, pour eux, c'est beaucoup plus important de créer un environnement de collaboration entre les membres de l'équipe plutôt que se focaliser à construire des processus et des outils un peu rigides pour la gestion du projet. Alors, les individus et leur interaction sont beaucoup plus importants que les processus et les outils. La deuxième valeur, c'est un produit opérationnel ou bien fonctionnel, plutôt qu'une documentation exhaustive, puisque dans l'approche prédictive, on utilise beaucoup la documentation pour chaque processus, mais dans l'agilité, ils préfèrent livrer des incréments fonctionnels plutôt que juste de la documentation. Malgré que, bien sûr, dans l'approche prédictive, on crée aussi des produits, mais à chaque fois qu'on veut faire un compte rendu à un client, au client, on lui fait une présentation théorique sur un PowerPoint des états des lieux, au lieu de lui présenter ou bien démontrer comment déjà les incréments complétés fonctionnent. La troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients, où le client est très proche de l'équipe pour leur fournir avec du retour, du feedback, pour que l'équipe ait la possibilité de faire des améliorations, plutôt que perdre du temps dans la négociation du contrat et s'obliger de respecter juste le contrat sans avoir de la collaboration étroite avec le client. La quatrième valeur, c'est peut-être la plus célèbre, c'est celle qui a rendu l'agilité très fameuse, très endormante, c'est la flexibilité, c'est s'adapter au changement plutôt que suivre un plan rigide. Parce que l'approche prédictive, elle est c'est fameuse par son concept de créer un plan clair dès le début pour tout le projet et n'importe quel changement, il doit passer par le processus de gestion de changement. Mais dans l'agilité, bien sûr, il y a aussi des changements, mais c'est une approche, bien un concept plutôt plus adaptatif, plus flexible, sans suivre des processus rigides de changement, gestion de changement. Et aussi, on ne fait pas du planning complet dès le début, mais en fait, on fait du planning par itération. D'accord? On va voir ça après. Voici une vue d'ensemble qui compare entre la méthode en cascade, ou bien ce qu'on appelle waterfall, et l'approche agile ou bien adaptative. Voilà. On sait que la méthode en cascade, elle est linéaire, c'est-à-dire on passe d'une phase à une autre, d'une phase à une autre jusqu'à arriver à la fin du projet, là où on livre le grand résultat, les livrables. Et déjà, dès le début, on a un plan de projet complet.
D'accord? Mais dans l'agilité, plutôt le travail elle est décomposé en des itérations. Chaque itération elle est très courte, d'une semaine à 4 semaines, où là on passe par la planification, le développement, la réunion quotidienne et la revue à la fin. D'accord? Et les étapes se répètent euh, d'une itération à une autre pour créer, pour ou bien à chaque fois donner de la valeur à la fin de chaque itération. D'accord? Alors ça, c'est la différence entre la méthode en cascade et la méthode agile. Et à la fin de chaque itération, déjà le client il donne son avis et l'équipe peut faire des changements dans l'itération qui suit, etc. D'accord? Euh, dans l'approche agile ou bien dans l'approche adaptative, il y a différentes façons comment on peut développer les produits. On peut les développer soit avec une approche incrémentale où à chaque fois on a une vision, on veut créer un produit complet, mais on va le créer par pièce. Chaque fois, on complète une pièce. À chaque fois, on complète une pièce. Par exemple, nous voulons construire une maison. Alors, au début, on construit une chambre, ou bien une petite maisonnette utilisable. Voilà, c'est un incrément fonctionnel. Une autre itération, on ajoute une deuxième pièce. Une autre itération, on ajoute le garage, par exemple. Et une autre itération, on ajoute un autre étage. Et à la fin, dans la cinquième itération, on va ajouter, par exemple, le jardin. Et comme ça, on complète le produit. Alors comme ça, on voit que déjà dès le début, dans l'approche incrémentale, le client déjà il peut utiliser son produit, il peut vivre ici, et à chaque fois on lui ajoute une pièce, il peut se déplacer vers cette pièce et l'utiliser aussi. Et c'est ça l'approche incrémentale. On utilise cette approche quand le produit final il est clair, quand le client est déjà il veut commencer à essayer le produit ou bien le tester ou bien l'utiliser dès le début. Et comme ça, même pour nous, en tant que prestataire de service ou bien l'entreprise qui a créé ce produit-là, on peut déjà avoir un retour sur l'investissement dès le début. Voilà. Euh, Sinon, il y a une autre approche qui s'appelle l'approche itérative, là où on essaie d'une itération à une autre de clarifier le produit. Chaque fois, on ajoute des fonctionnalités. On va pas livrer au client le produit, pas encore, mais à chaque fois, on lui fait une démonstration de ce qu'on a construit, il nous donne un feedback, et puis d'une itération à l'autre, jusqu'à on arrive à un résultat satisfaisant, et là, on va faire la livraison au client. D'accord? Voilà, ça, c'est l'approche itérative qui est basée sur les retours, sur l'expérimentation, sur les recherches, plutôt que sur les incréments. Voilà. Alors, la livraison cela complète à la fin. Euh, Dans l'examen PMP, je crois que plus que 95, peut-être 98% des questions sur l'agilité ou bien sûr les approches adaptatives sont à propos le cadre Scrum ou bien le framework Scrum. Alors Scrum, c'est la façon ou bien le framework le plus célèbre dans le monde agile. C'est parce que c'est un framework très petit, très simple, où les rôles sont très clairs, les pratiques sont bien définies. On a un product owner ou bien un propriétaire de produit qui a un document qui s'appelle le product backlog, bien backlog produit, là où il accueille les exigences auprès des parties prenantes, auprès du client. Il les met en ordre de priorité. Alors les éléments les plus qui ont plus de valeur, ils sont en top. Et après, les sprints, ou bien les itérations, c'est la même chose. Les sprints commencent. Chaque sprint est doté d'une semaine à 4 semaines. Donc, la première journée du sprint, c'est une journée de planification où l'équipe
le product owner, bien sûr, vont faire la planification ensemble. Le product owner leur fournit avec ses exigences en ordre de priorité et l'équipe à chaque fois étudie chaque exigence, lui fait l'estimation de l'exigence, fait le découpage de cette exigence en tâches et ils mettent tout ça dans ce qu'on appelle le backlog du sprint. Alors, ils acceptent du travail jusqu'à ce qu'ils arrivent au maximum de leur capacité. Et puis, le sprint commence, l'accélération, bien, voilà, la course, si on peut l'appeler comme ça, commence, et l'équipe, chaque jour, elle court vers la réalisation des objectifs, qui est la construction des besoins auxquels ils se sont engagés. Chaque jour, ils ont une réunion quotidienne de 15 minutes. Et à la fin du sprint, ils vont faire une revue, une démonstration de ce qu'ils ont construit. Ils vont faire la démonstration au product owner, et parfois au client et d'autres parties prenantes. Le product owner et le client vont donner leur feedback de ce qui est accepté, de ce qui n'est pas accepté. Et après cette réunion, l'équipe, elle va faire leur rétrospective pour faire des améliorations dans leur façon de travailler. Tout ce processus-là, il est surveillé par le Scrum Master. C'est un master sur l'approche ou bien le cadre Scrum. C'est lui qui s'assure que tout fonctionne très bien en suivant ce cadre Scrum. Et en cas où l'équipe a besoin de l'aide, ou bien ils ont un blocage, ou bien il y a des conflits, c'est le facilitateur ou bien le Scrum Master qui intervient et qui résout tout. D'accord? Alors, dans le Scrum, on a trois rôles clés. On a le Product Owner qui est responsable il est responsable de délivrer de la valeur aux clients ou bien aux parties prenantes, d'accord? C'est lui qui essaie de maximiser la valeur du produit. Aussi, c'est lui qui priorise les besoins dans le product backlog et c'est celui qui clarifie les exigences, les besoins, les critères d'acceptation du client et des parties prenantes. Voilà. Alors, il collabore étroitement avec le client, comme on a vu dans la troisième valeur dans le manifeste agile, et en même temps, il collabore étroitement avec l'équipe pour les guider et leur expliquer de quoi le client a besoin. Le deuxième rôle, c'est le Scrum Master, c'est peut-être le rôle le plus fameux, c'est le coach, le mentor, le facilitateur, ce qu'on appelle le leader-serviteur. Alors, c'est quelqu'un qui accompagne l'équipe, qui s'assure que tout fonctionne correctement en suivant le cadre Scrum, c'est lui qui élimine les obstacles. Il facilite les événements Scrum, toutes les réunions, et aussi il protège l'équipe en cas où il y a des conflits et il soutient l'amélioration continue à travers les réunions rétrospectives. Et aussi, lui, il fait le suivi de la performance de l'équipe pour les aider à améliorer leur performance et à atteindre les objectifs de chaque itération, de chaque sprint. Et puis là, on a l'équipe qui se compose des membres qui ont généralement des profils en T, comme on a vu. Cette équipe-là, elle est auto-organisée, elle est auto-gérée. Chacun sait son rôle, il sait qu'il doit faire quoi. Et chacun même, il prend les tâches à faire lui-même sans s'attendre à quelqu'un pour lui dire de quoi faire. C'est une équipe pluridisciplinaire, voilà. Elle est responsable du sprint backlog. Elle s'engage à compléter le sprint backlog dans chaque sprint. Bien sûr, les membres construisent les incréments un par un dans le sprint. Et cette équipe-là, elle est responsable de la planification, les estimations du sprint. Et c'est elle qui peut estimer la durée, la complexité du travail. Pour les parties prenantes, ils ne sont pas un rôle clé, mais ils sont dans la même
figure ou bien image parce qu'ils sont très proches du product owner de l'équipe en général. D'accord? Alors, le Scrum aussi, il a une phase d'initiation, là où le product owner il va essayer de définir la vision du produit, ou bien c'est un truc un peu semblable à la charte de projet. Alors, il va expliquer dans un petit tableau qui s'appelle la vision du produit, c'est quoi la vision, quels sont les groupes cibles, quels sont les besoins les plus importants des utilisateurs, les fonctionnalités les plus importantes du produit, et aussi la valeur que ce produit va amener à l'entreprise ou bien au client. D'accord? C'est un document d'une page parce que tous les détails après seront mentionnés ou bien enregistrés dans le product backlog. D'accord? Le product backlog, il contient généralement les besoins clients qui sont écrits sous forme de user stories en tant que le rôle, je cherche les fonctionnalités afin les objectifs à atteindre. Voilà. Mais pas seulement les fonctionnalités sous forme de user stories ou bien de cas d'utilisation, use case ou bien de n'importe quelle forme ou bien texte libre, mais aussi le product backlog contient les grands défauts à corriger, du travail technique, par exemple la mise en place de l'infrastructure pour pouvoir créer le produit, les formations, l'acquisition des connaissances, les risques priorisés, il y a aussi le travail des agents de marketing. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui font partie du product backlog. D'accord? Parce que dans le product backlog, le product owner là, il met tout type de travail qui va consommer des ressources. Voilà. Bien sûr, les exigences, comme on a dit tout à l'heure, doivent être priorisées. Il y a beaucoup de techniques de priorisation. Peut-être la méthode Moscow, elle est la plus célèbre, mais aussi il y a le modèle de Kano, il y a la matrice valeur-effort, et d'autres aussi techniques et approches de priorisation. Généralement, les besoins sont catégorisés en quatre types de besoins. Ceux qui sont vitaux, ceux qui sont importants, ceux qui sont nice to have, c'est-à-dire c'est beau de les avoir, et les autres besoins que maintenant on va pas les faire parce qu'ils sont très coûteux et ils n'ont pas une justification entrepreneuriale. D'accord? Voilà. Et aussi, dans la phase d'initiation du cadre Scrum, le Product Owner, il va essayer avec son équipe de préparer un plan de release, ou bien un calendrier de release. Il va essayer de spécifier combien de releases il y aura dans le projet, dans chaque release, combien de sprints, et pour chaque release, quel type de besoins ils vont y être. Généralement, le premier release c'est un MVP, c'est-à-dire un produit minimum viable. Voilà. Là, on fait ce qu'on appelle les doigts, les besoins qu'on doit avoir. Puis, le deuxième release, généralement, c'est un produit minimum commercialisable. Là, on va faire les besoins qu'il devrait avoir. Et finalement, la version finale du produit, là, le reste des devrait avoir avec les pourrait avoir. Voilà. Généralement, c'est comme ça qu'on fait release. Ce que nous remarquons que toujours les sprints, ils ont la même durée. Par exemple, si l'équipe et le product owner se met d'accord que les sprints seront d'une durée de 4 semaines, alors tous les sprints dans le Scrum auront tous une durée de 4 semaines. Voilà. Euh, Maintenant, on va passer au sprint. Le mot sprint veut dire que l'équipe elle est en course, ou bien en cours d'exécution, en pleine course aussi. La première journée du sprint, c'est une réunion de planification. Et la dernière journée, là, il y a deux réunions. Une réunion de revue et une réunion rétrospective. Voilà. Entre la première journée et la dernière journée, là, le sprint va être gelé. Alors, il va plus, on peut plus faire des changements.
parce que c'est une phase d'exécution, c'est là où l'équipe elle va courir avec toute la vitesse pour arriver à leur objectif vers la fin du sprint. Et durant l'exécution, chaque jour, ils auront une réunion de 15 minutes pour donner des mises à jour. Voilà. Si on commence avec la réunion de planification, alors il y a deux parties dans cette réunion. La première partie, c'est là où le product owner essaie de spécifier les objectifs du sprint, et même l'équipe, elle va essayer de calculer sa capacité, d'accord? Et la deuxième partie, c'est la plus grande, là où l'équipe et le product owner, mais surtout l'équipe, va faire la planification du sprint. Alors le product owner, il a son product backlog, il va donner les user stories à l'équipe une par une, et pour chaque user stories, l'équipe, elle va faire son estimation de la taille de la user stories, et puis la découper en des tâches, et ces étapes-là vont se répéter jusqu'à arriver à la limite maximale de l'équipe dans ce sprint-là. Alors, les user stories et les tâches vont être mises dans ce qu'on appelle le sprint backlog, et qui est géré et pris en charge par l'équipe de projet. Voilà. Et après la réunion de planification, l'équipe va commencer à exécuter le travail, et on peut plus faire des changements au sprint backlog. C'est pour aider et laisser l'équipe se focaliser, se concentrer sur son travail. Voilà. Durant l'exécution, l'équipe est là chaque jour une mêlée quotidienne, une réunion quotidienne de 15 minutes, menée par le Scrum Master, là où chaque membre de l'équipe va répondre à la question qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des obstacles dans ma voie, voilà. Et il y a ce qu'on appelle le Kanban board ou bien le Scrum board, où chaque membre de l'équipe fait la mise à jour des tickets, de ses tickets ou de ses tâches, d'accord, en les déplaçant d'une colonne à une autre. Pour le Scrum Master ici, il fait le suivi de la performance de l'équipe. Il a ce qu'on appelle une graphique de burn down, ou bien le burn down chart, qu'il utilise pour faire le suivi de la performance de l'équipe. Et aussi, il a ce qu'on appelle le journal des incidents, là où il enregistre les incidents, ou bien les obstacles, et après la réunion, il commence à les résoudre. Voilà, ça se répète chaque jour. À la fin du sprint, il y a une revue, c'est-à-dire une démonstration des incréments complétés. Les incréments au début étaient des user stories, à la fin du sprint deviennent des incréments. Et durant cette démonstration, le product owner, il va comparer chaque incrément à ce qu'on appelle la definition of done. D'accord? Les fonctionnalités terminées. Et le product owner va mettre à jour son backlog produit, aussi la graphique d'épuisement, ce qu'on appelle le burn-up chart. Et voilà, il va décider du travail restant. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce travail restant? Est-ce qu'il va le considérer comme priorité dans le sprint prochain, ou bien diminuer de sa priorité? Voilà. Après la revue, l'équipe va faire sa rétrospective, où l'équipe va essayer de faire des améliorations dans sa façon de travail. Alors, dans cette réunion, les membres de l'équipe vont discuter de ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment ils peuvent l'améliorer. Alors, ils vont mettre en place un plan d'amélioration. Chacun va faire une auto-analyse. Ils vont essayer de résoudre les problèmes et même améliorer le cadre de travail. Voilà. Le Scrum Master aussi, dans cette réunion, il va essayer de réénergiser les membres de l'équipe. Voilà. Puisqu'on a déjà, jusqu'à maintenant, on a vu l'approche en cascade dans les épisodes précédents. On vient de voir une vue d'ensemble très courte à propos de l'agilité. PMI, elle encourage beaucoup ce qu'on appelle le tailoring, l'adaptation. C'est-à-dire, pour chaque projet, on va choisir une approche qui correspond convenablement aux besoins du projet. Voilà. Alors, on va pas choisir une approche
telle qu'elle est, on l'applique sur tous les projets, mais plutôt l'approche, elle est sélectionnée suivant la taille, complexité du projet, combien il y a de risques et d'incertitudes, la capacité, la maturité de l'équipe, les besoins évolutifs ou bien les besoins statiques des parties prenantes. Est-ce qu'il y a des besoins de conformité? Est-ce qu'il y a des réglementations? Comment on veut livrer la valeur? Etc. Voilà, tout ça va aider à choisir l'approche la plus appropriée au projet. Voilà. C'est pour ça, peut-être maintenant, les approches hybrides sont devenues de plus en plus demandées. Voilà. On peut même définir ici 4 ou 5 approches hybrides. Par exemple, on commence le projet avec l'approche prédictive et on la complète avec l'approche agile, ou bien l'inverse. On peut les avoir les deux ensemble. Ça dépend des éléments du projet, parce qu'il y a des éléments qui sont très clairs. Là, on peut appliquer l'approche prédictive. Et les éléments qui nécessitent un peu de recherche ou bien de travail en itération, on les fait avec l'approche. On les crée avec l'approche agile. Voilà. On peut aussi avoir un projet prédictif avec une partie agile, par exemple un projet de construction qui est prédictif, mais dans une partie de ce bâtiment, le client va avoir une solution qui est très neuve, on n'a jamais créé cette solution, alors pour ça nous devons faire des recherches et tout, alors cette partie-là on va l'exécuter avec l'agilité. Ou bien l'inverse, voilà, un projet agile, mais il y a une partie qui est très claire et on peut l'exercer avec l'approche prédictive. Voilà. Alors, comment choisir l'approche? Tout simplement, dans un projet, s'il y a un faible degré de changement et juste une livraison à la fin, là, on fait avec le prédictif. Si un projet nécessite une seule livraison à la fin, mais il y aura beaucoup de changements, là, on fait avec l'approche itérative qui vient du monde adaptatif. Si dans un projet, on n'aura pas beaucoup de changements, mais plutôt une fréquence de livraison un peu élevée, alors on fait avec l'approche incrémentale. Et si dans un projet, il y aura beaucoup de changements et une livraison continue, alors on fait avec l'agile absolu. Voilà. C'est ça l'agilité et les approches hybrides et comment distinguer entre elles et comment choisir. Voilà.